tous, je suis ravie de vous accueillir à la 4e édition de Connecting Lorient que nous organisons avec la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan et Audelor. Cette année, nous organisons notre événement dans un contexte très particulier, confinement oblige, mais nous tenions collectivement à maintenir un cycle d'événements qui va démarrer ce matin et se poursuivre jusqu'au mois de décembre grâce à trois moments clés. Vous retrouverez l'ADN de notre événement Connecting, à savoir prendre de la hauteur grâce aux conférences, découvrir la richesse des réseaux et puis renforcer ses compétences dans le numérique. Je passe tout de suite la parole à Madame Patricia Kerowen, vice-présidente en charge du numérique et de la Smart City à Lorient Agglomération. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cette 4e édition du Connecting Lorient, en phase notamment avec le numérique et la crise Covid-19. La crise Covid-19 a modifié notre relation au quotidien, nos pratiques professionnelles avec le télétravail, mais aussi l'absence des salons professionnels, la relation client de plus en plus distante et multicanale. Cette période réinterroge nos rapports au commerce, au travail. Ces phénomènes sont-ils réellement nouveaux? Ne s'agit-il pas d'une accélération de tendances préexistantes à la crise? Changeons-nous réellement nos pratiques avec l'évolution des outils numériques? Le simple fait de se réunir aujourd'hui, ici, en salle virtuelle, montre bien le chemin que prend le numérique. Cela est d'autant plus évident depuis la Covid-19. J'ai bien conscience d'avoir face à nous un public averti, voire déjà converti au numérique et à ses pratiques, mais qui sont loin effectivement d'être assimilés dans toutes les structures. Nous avons dû interroger nos pratiques, redéfinir nos priorités, bousculer nos habitudes. Ce qu'il n'y a que quelques mois n'était qu'un obscur projet est devenu une réalité, voire une généralité. La crise sanitaire interroge notre rapport à l'autre, remet en question les certitudes et je dirais aussi une partie de notre culture. La France est réputée dans tout le monde pour son esprit, sa convivialité, qui cimente notre société. Est-ce que tout cela a vocation à disparaître? Sincèrement, je ne crois pas, ni le repère et ni l'espère. D'ailleurs, tant les pratiques sont inscrites dans nos ADN. Pour autant, la crise et notre réponse n'ont pas entraîné que des choses négatives. Nous avons vu émerger de nouvelles pratiques, de nouveaux outils. L'intelligence collective s'est très vite adaptée. Malgré toutes les critiques envers la rigidité des structures et particulièrement celles administratives, on constate une réelle agilité de la part des services publics. Alors bien sûr, il reste énormément de chemin à parcourir pour faire accepter ces nouvelles pratiques. Toutefois, le sens profond du service public qui anime les agents territoriaux facilite ces changements. Épaulés effectivement des gens politiques comme nous, je prends pour exemple la volonté de Lorient Agglomération, épaulée d'Audelor et de la Chambre du commerce, afin d'organiser un système de call and collect, puis peut-être de click and collect, pour soutenir nos commerces de proximité. La question du numérique n'a pas été un sujet en soi, mais plutôt une réponse la plus adaptée à un contexte, à ses contraintes et un besoin exprimé. Bien sûr, il y a l'évolution entre le premier et le second confinement. Nous avons tous appris de nos erreurs, de nos errements, peu importe comment vous pouvez les appeler. Nous avons su analyser un contexte, une réponse et pratiquer les corrections nécessaires. Face à l'ampleur du phénomène, personne n'a en soi les bonnes réponses, mais tous, nous faisons le nécessaire pour s'en rapprocher. Le dernier point que je souhaitais aborder, non
des moindres est celui des infrastructures. Car sans cela, nous n'aurions jamais pu mettre en place toutes ces réponses, et avec un temps aussi rapide et précis. Dans ces moments de crise, la volonté politique d'équipement prend tout son sens. Le schéma directeur des infrastructures dans le pays de Lorient se révèle un atout. Encore une fois, il reste du chemin à parcourir, mais je suis rassurée par l'idée que nous avons déjà pris la route. On s'aperçoit désormais le choix structurant du passé et à venir vont nous aider à gérer cette transition. Transition technique, mais aussi transition sociétale. Notre mode de vie va changer durablement, j'en suis convaincue. Il va changer et nous permettre d'aborder d'autres dossiers transversaux. Ainsi, nous serons amenés à repenser les mobilités, l'aspect environnemental, la politique foncière, l'aspect sociétal, tout autant de choses, avec autant de leviers qui, mis bout à bout, constituent l'essence même de l'action politique, la gestion de la vie de notre cité. Oui, nous sommes à la croisée des chemins. Oui, la période est prête au doute, mais pour ma part, je souhaite considérer que le meilleur reste à venir et que nos choix d'aujourd'hui vont façonner l'avenir. Je vous remercie. Merci Madame la Vice-présidente pour votre éclairage sur l'action numérique dans l'agglomération de Lorient. Je prends le relais pour vous présenter toutes les excuses du président Pierre Montel, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan, qui malheureusement n'a pas pu être présent ce matin avec nous. Il m'a adressé quelques mots que je souhaitais vous porter à connaissance. Voilà, je souhaite avant toute chose adresser un message de soutien à toutes les entreprises morbihanaises qui vivent en 2020 une année difficile. Mon message d'aujourd'hui s'adresse plus particulièrement aux commerçants qui subissent de plein fouet la crise sanitaire. Je veux leur dire qu'en cette période difficile, les équipes de la SCCI sont plus que jamais à leur côté et se mobilisent sur tous les fronts. Qu'il s'agisse de poursuivre l'accompagnement à la création d'entreprises, former les dirigeants et leurs salariés, répondre aux difficultés liées à un contexte économique en forte tension, accompagner les commerçants qui n'ont plus d'autre choix s'ils veulent survivre à cette deuxième période de confinement que de développer des nouveaux services de proximité pour garder leur clientèle captive et faire face aux géants de l'Internet qui poursuivent leurs activités. Mais aussi défendre les intérêts des entreprises en remontant les problématiques du terrain et militant pour la réouverture des commerces de proximité. Voilà quelques mots que tenait à vous adresser Pierre Montel. Et puis, je vous propose maintenant d'en venir à cette édition Connectine 2020. Arnaud, est-ce que tu peux nous présenter la conférence à suivre ? Bien sûr, merci Fabienne, merci Madame la Vice-présidente. Donc effectivement, pas de Connectine sans conférence. Et cette année, nous avons décidé de la confier à Stéphane Schulz, qui est un expert reconnu en mobilité et numérique. Il a travaillé pendant de nombreuses années dans des grands groupes internationaux, des bureaux d'études et des collectivités. Et cette année, on lui a proposé de nous interroger, de s'interroger ensemble sur l'impact de la crise sanitaire actuelle et des évolutions sur le numérique et les mobilités et comment ça interroge effectivement nos pratiques sur le travail, le commerce et la façon qu'on a tout simplement de se mouvoir et d'évoluer dans le monde. Voilà, donc je confie maintenant la parole à Stéphane Schulz pour cette première conférence de la 4e édition de Connectine. Merci Arnaud, bonjour à tous, je suis ravi d'être là, même si c'est une situation un peu particulière. J'aurais adoré que vous soyez face à moi et j'aurais adoré aussi que vous puissiez profiter de cet endroit du Palais des Congrès de Lorient, des bateaux, de la mer, je sais combien on en a besoin en ce moment. Donc je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est l'impact du numérique. Alors ça c'est classique pour moi, et puis plus particulièrement de la Covid-19 ou du Covid-19, sur 3 points principaux de nos comportements quotidiens finalement. Le commerce, la consommation, le travail, la manière dont on essaye de continuer à travailler, et puis la mobilité. Donc pour me présenter rapidement, moi je suis consultant depuis 8 ans, je suis consultant en innovation, donc ça veut dire que j'essaie de comprendre, de tirer du passé, de décrypter le présent et puis d'anticiper l'avenir
Alors, contrairement aux apparences, c'est un métier d'humilité. On est très humble, on se trompe tout le temps. L'idée est en plus de partager finalement nos méthodes, des clés de lecture, en fait, de décryptage de ce qui se passe ensemble. Et c'est ce qu'on va essayer de faire pendant la grosse demi-heure, les 40 minutes qui suivent. Donc, cette idée de partager, c'est aussi l'idée que vous compreniez comment nous, on aborde ce type de sujet et ce type de période particulière. Ensuite, donc, on commencera par le commerce parce que c'est sans doute le secteur le plus réactif avec la consommation. Le travail aussi, qui est impacté directement, et puis la mobilité, qui est finalement la résultante des deux premiers, puisqu'on ne se déplace pas forcément par plaisir, mais par nécessité. Et puis, on essaiera de conclure un petit peu pour prendre de la hauteur sur ces sujets-là. Donc la crise, effectivement, on vit une crise exceptionnelle. Elle est exceptionnelle par tellement de points de vue. Elle est mondiale, elle est globale. C'est sans doute la première crise aussi importante et aussi globale de l'histoire de l'humanité. Elle touche vraiment l'ensemble des pays. Vous voyez ici sur le graphique qu'elle a une saisonnalité qui est importante. On parle en plus de choses extrêmement violentes, extrêmement agressives, comme le nombre de morts, le nombre de personnes à l'hôpital. Moi, ce qui m'interpelle dans cette crise, c'est qu'elle tape finalement elle nous rend faibles de nos forces, c'est-à-dire elle tape finalement dans notre capacité à communiquer, dans notre capacité à nous déplacer, dans notre capacité à vivre ensemble. Et finalement, c'est une crise de la globalisation autant qu'une crise sanitaire. Donc, quand on essaye de comprendre ce qui se passe, c'est pas évident parce que vraiment toutes les cartes sont jetées en l'air. C'est pas simplement une crise économique, c'est pas simplement une crise des déplacements, c'est pas simplement une crise de confiance. Vraiment, toutes les cartes sont en l'air. Donc, le premier mot, c'est de l'humilité. Il est extrêmement difficile de tirer des conclusions et finalement, les enseignements du passé là sont assez difficiles à utiliser. Donc on va essayer ensemble de distinguer les impacts directs des impacts indirects. Donc j'essaierai de ne pas vous assommer avec des courbes de chiffres. Là, vous en avez une où vous voyez, par exemple, que les achats de textiles, les achats d'habits, en fait, sont les premiers à impacter beaucoup plus fortement même que les déplacements, donc la consommation de carburant. Là aussi, on va essayer de distinguer ce qui est de l'ordre du flux, c'est-à-dire j'achète moins parce que ce n'est pas le moment au mois de mars, et ce qui est de l'ordre du stock, c'est-à-dire je me rattraperai finalement un petit peu plus tard dans ces achats-là. On va essayer aussi, et c'est là où ça devient intéressant, et pardon pour le mot, mais on peut avoir de la créativité aussi dans la manière d'interpréter. Si on regarde, il y a des effets qui sont directs et des effets qui sont indirects. Les effets indirects, c'est aussi nos réactions par rapport à un phénomène. J'aime bien prendre l'exemple de la périurbanisation. Donc, dans les 30 Glorieuses, on est allé habiter de plus en plus loin, on s'est équipé en voiture et on a eu des métiers de moins en moins physiques. Donc finalement, on n'a plus fait d'exercice physique. Donc c'était assez facile d'interpréter ça comme on allait grossir, c'est en partie le cas, on allait perdre de la capacité physique. Et puis il y a eu une réaction, un effet rebond, il y a eu une réaction avec le début finalement du sport amateur, du sport comme le jogging, comme vous voyez, c'est une magnifique image des années 80, ça rappelle des souvenirs à certains. Et finalement, avant, quand vous lisez l'histoire de la marque Nike par exemple, avant les années 70, les chaussures de sport, les vêtements de sport étaient réservés aux sportifs, aux athlètes. Donc là aussi, c'est un élément à prendre en compte, c'est-à-dire il y a des chocs, des contre-chocs qui ont lieu en permanence. Il faut aussi distinguer ce qui va durer ou pas. Je veux dire, il y a des phénomènes qui sont purement de réaction. Alors j'aime bien l'exemple du papier toilette. Ça va devenir une sorte de mème, en fait, le papier toilette, qui devient un signe de la crise, comme les chasses d'eau pour les communes touristiques sont des signes de la fréquentation touristique. Et puis, il y a aussi un biais important auquel il faut prendre garde, c'est votre interprétation, en fait, votre propre opinion sur les changements. Est-ce qu'ils sont positifs ou négatifs? Comment est-ce qu'on qualifie un changement positif ou négatif? Les 3/4 des avions sont cloués au sol en ce moment, comme vous le voyez sur cette image. Pour certains, tant mieux. De toute façon, les avions, ça pollue. Et puis pour d'autres, notamment, je pense à toutes les familles multiculturelles qui se déplacent pour voir des proches, qui se déplacent pendant les fêtes, c'est une catastrophe. Donc là aussi, prenons garde, essayons de garder donc, de l'humilité, mais aussi finalement une certaine neutralité dans l'interprétation des choses. Donc nous, les consultants, on aime bien faire des matrices. Donc ça, c'est une matrice que j'ai empruntée à
une firme d'investissement. Et donc, on va distinguer finalement les changements positifs et négatifs, là aussi avec de l'interprétation, mais aussi ceux qui vont durer et ceux qui ne vont pas durer. Donc, vous avez en bas à gauche ce que j'appelle les trous d'air. Donc, ceux-là, ils sont intéressants parce qu'ils sont très visibles. Souvent, c'est les effets négatifs, mais qui ne vont pas durer. Donc, c'est un investisseur, il investirait là, par exemple. Il jouerait la hausse. Vous avez aussi les effets positifs, mais qui ne vont pas durer non plus, donc que j'ai appelé feu d'artifice. Et puis, ce qui va nous intéresser, ce qu'on va essayer de décrypter ensemble, c'est finalement les grandes ruptures, celles qui sont négatives, qui vont durer, et puis les ruptures positives, parce que, ça a été rappelé, il y a toujours des choses positives qui ressortent d'une crise, et c'est souvent un accélérateur. Donc évidemment, on va se mettre dans un temps long. On va essayer de voir, alors on utilise beaucoup de métaphores en ce moment, on parle des vagues, on va essayer de voir ce qui avait déjà commencé avant et ce qui arrivera après, c'est-à-dire en quoi la crise peut ralentir ou au contraire accélérer des phénomènes et comment, dans tous les cas, c'est aussi l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire il ne faut pas s'arrêter à ce qui se passe immédiatement, même si elle dure encore 1 ou 2 ans, et ne pas oublier les tendances de fond. Donc commençons, si vous le voulez bien, par le commerce, par la consommation et son impact sur les commerces. Donc encore des chiffres. Ça, c'est l'index de mobilité de Google. Donc Google, 3 personnes sur 4 en France ont un téléphone Google dans la poche, en tout cas avec un logiciel Google. Et donc Google est capable de vous dire précisément la fréquentation des lieux. Et donc elle a baissé pour ce qui concerne les commerces, notamment les restaurants, les commerces de bouche, de plus de 50%. Donc ça, c'est des chiffres de la semaine dernière. C'est très violent. Et on voit déjà pour l'alimentation, les pharmacies, il y a une baisse un peu moindre. Donc c'est à interpréter. Ça veut dire sans doute qu'on concentre ces achats aussi. Mais là aussi, il faut faire attention. Il y a beaucoup de discours manichéens. En ce moment, c'est blanc ou c'est noir. Il y a des petits, des grands commerces, en ligne, pas en ligne. On va essayer de décrypter ça ensemble. Alors le e-commerce, en France, le e-commerce, il se développe, il y a une croissance à 2 chiffres, mais ça n'est jamais que 9% du commerce de détail. Ça, c'est vraiment important de le prendre en compte. Et quand on regarde quels sont les domaines qui sont le plus utilisés en ligne, pour les achats en ligne, c'est le tourisme donc, qui est impacté en premier. Et finalement, le drive et des phénomènes qui sont très médiatiques en ce moment, c'est tout à fait négligeable en termes de consommation globale. Donc ne croyons pas que le e-commerce va tout remplacer du jour au lendemain. À titre de comparaison, par exemple, au Royaume-Uni, c'est 40% le commerce en ligne, et en Chine, c'est de 70 à 80% pour des biens de consommation. Donc, il y en a encore sous le pied. Il faut regarder ça. On va essayer de le faire ensemble, mais c'est déjà un premier enseignement. Par contre, le petit commerce revient en force. Alors, il revient par la proximité imposée par les mesures de confinement, mais de toute façon, il y avait une tendance plus globale, là, de retour vers le commerce de proximité. Les marques s'adaptent, on le verra souvent, les commerces s'adaptent. Ils ont les marques de grandes et moyennes surfaces se sont adaptées, ont créé des nouvelles surfaces. Et puis, il y a un regain aussi du commerce spécialisé de proximité, et il y a une appétence très forte du public pour ça. Donc, est-ce que ça va durer, en fait ? Est-ce que ces choses-là vont durer ? Et quel est l'impact, finalement, du numérique ? Et en quoi c'est une accélération ? On parle de 10 ans d'accélération en termes d'usage numérique. Donc, c'est quelque chose que j'utilise souvent dans mes présentations. Pour moi, le numérique, c'est la fin de la consommation de masse. C'est-à-dire, on avait les 30 glorieuses, on avait les années 80, la télé de maçon, le fameux temps de cerveau disponible. Et bien ça, c'est en train d'être remis en cause depuis une vingtaine d'années déjà avec Internet. Et ça permet aussi, Internet, c'est aussi un outil, c'est un canal d'information, mais c'est aussi un outil. Ça permet à des marques, ici vous avez le slip français, de se lancer directement aux consommateurs et de plus subir finalement le passage obligé par les linéaires des supermarchés. Vous avez le même phénomène pour la musique, pour la vidéo, pour la culture en général. L'intérêt de ces marques aussi, c'est qu'elles peuvent avoir une proposition de valeur qui est directe, en fait, sans filtre au consommateur. Ici, pour le slip français, je n'ai pas d'action. Pour le slip français, vous avez le fait de fabriquer en France et de faire revivre, finalement, des manufactures dans le nord de la France. Ça aussi, ça répond à une aspiration profonde des gens. Il y a eu plusieurs scandales sanitaires, il y a une méfiance globale vis-à-vis de l'information qui est donnée par les professionnels. Donc il y a une volonté de revenir du producteur au consommateur, de retrouver dans ce monde extrêmement complexe, extrêmement spécialisé, des choses simples. On peut discuter avec la personne qui accueillit ses tomates. Et plus globalement, en fait, alors ça se manifeste aussi par le numérique, notamment avec cette volonté de revendre ce qu'on a acheté pour plus être dans la conso de masse et dans le gâchis. On a une sensibilité environnementale très forte qui se manifeste par des achats de produits bio, mais aussi par cette volonté d'acheter des choses qui ont déjà été utilisées et de les revendre ensuite. C'est Le Bon Coin, c'est Vinted, c'est Amazon aussi pour la place de marché. C'est très fort, et notamment chez les jeunes. Surveillez bien ce que font les jeunes.
Vous avez aussi des nouvelles marques qui sortent, et ça c'est très important aussi. C'est pas du numérique là pour le coup. C'est cette idée qu'on va utiliser le packaging, l'emballage pour dire les choses telles qu'elles sont avec des vrais mots. Et on va même mettre le prix sur l'emballage. Donc là aussi, on a cette volonté de transparence qui est très forte. Elle passe par le numérique, mais pas que. Avec la marque ici, C'est qui le patron? Et puis là, c'est du numérique, c'est le pouvoir de la foule aussi, qui est que finalement, avec des applications comme Yuka, les gens vont aller avoir une couche d'informations qu'ils maîtrisent eux-mêmes, en tout cas qu'ils ont l'impression de maîtriser, pour se faire leur propre avis sur un produit. Donc c'est intéressant d'abord parce qu'il y a une adoption de masse, c'est aussi intéressant parce que ça se base sur une base de données qui s'appelle Open Food Facts, qui est une sorte de Wikipédia, donc c'est complètement ouvert, vous pouvez y participer. Ça c'est intéressant, c'est pas un fabricant qui a créé cette base de données, donc c'est une vraie émancipation. Et puis ensuite, c'est aussi intéressant parce que dans le numérique, on voit souvent ça, il y a un cycle qui se referme, puisque maintenant, les producteurs, les fabricants de produits, les distributeurs commencent à dire ça serait bien si tu avais une bonne note sur Yuka. Donc finalement, on passe de filtre à prescripteur et de prescripteur à concepteur. Et ça, c'est un phénomène, vraiment une tendance lourde du numérique. Donc encore un tableau très compliqué dont les consultants ont le secret, simplement pour dire qu'en réalité, il n'y a pas de commerce et de e-commerce ou de petit et de grand commerce comme il n'y a pas de vin blanc et de vin rouge. Il y a une infinité en fait de choix. Si vous regardez ici, vous avez, alors j'ai juste fait un brainstorming sur les possibilités de prise de commande, de moments, de la manière dont on va vous l'emballer, dont on va vous le livrer, dont vous allez le recevoir, dont vous allez le consommer. Et puis maintenant, c'est très important, dont vous allez rendre en fait le contenant à travers la consigne ou des reprises. Pour ceux qui sont fans de mathématiques, il y a 238 000 possibilités qui sont ici, donc on est loin du manichéisme de dire c'est blanc ou c'est noir. Et ça, c'est vraiment important de le prendre en compte, c'est-à-dire ne parlons plus de e-commerce comme on ne parle plus d'électronique, et on parlera bientôt plus de numérique, mais parlons vraiment de commerce augmenté ou de commerce distribué, dégroupé. Évidemment, dans ce schéma-là, les plateformes, elles sont là. Les plateformes et les petits commerces, elles ne sont pas des ennemis, en tout cas pas en apparence. Google a sorti hier, il me semble, c'est un service qui permet, quand vous êtes sur Google Maps, qui arrive de temps en temps quand on cherche un endroit pour se déplacer, il dit « Voulez-vous découvrir les commerces qui sont à proximité ?» Amazon, il ne faut pas l'oublier, 50% du chiffre d'affaires d'Amazon sur les ventes, ce sont des tiers qui vendent, qui utilisent Amazon comme un magasin. Donc on est dans un schéma de distribution. Donc je ne cherche pas à donner mon opinion sur ces plateformes-là, mais elles existent. Et là aussi, c'est très difficile. On ne peut pas être manichéen. Si vous supprimez ces plateformes du jour au lendemain, il y a une perte directe aussi pour les distributeurs. Donc il y a tout à reconstruire derrière. Même chose, là aussi, il y a, pardon pour l'expression, j'ai vécu à Paris aussi, il y a un parisianisme aussi dans l'appréciation de penser que tout le monde va manger bio, éthique et durable. Il ne faut pas oublier que d'abord, il y a des gens, on parlera tout à l'heure, qui ont des problèmes de pouvoir d'achat et ça ne va pas s'arranger, mais il y a aussi 53% des gens qui vivent dans des villes de moins de 100 000 habitants. On l'a vu avec le sujet des librairies, il y a 50% des librairies sont en Ile-de-France et à Paris. Là, c'est la même chose. Le commerce de périphérie, ce n'est pas forcément le commerce du Marais à Paris, et donc il faut tenir compte de ça aussi. Et ça, c'est durable, c'est-à-dire les gens n'ont pas forcément le choix qu'ils souhaitent, et donc il va falloir réinventer aussi le commerce de périphérie. Et puis évidemment le sujet du pouvoir d'achat, je serais en faute professionnelle si je ne vous rappelais pas que l'essentiel pour la plupart des gens, ils ont du mal à finir la fin de mois, et donc la question du prix est extrêmement importante. Et donc il faut surveiller aussi des supermarchés comme Action qui se développent. Il y a déjà 500 magasins en France, et vous voyez, Action, c'est un peu le H&M ou le Zara de la consommation courante, c'est-à-dire ils vont proposer des prix très bas, mais ils vont varier énormément les stocks pour vous fidéliser, pour vous faire revenir. Donc ça aussi, c'est un signe qui est important. Il ne faut pas voir simplement l'aspect du petit commerce de proximité de la librairie. Donc passons sur le commerce. Donc le commerce, attention, donc des épiphénomènes très conjoncturels et puis des tendances beaucoup plus lourdes derrière. Le travail maintenant, donc le télétravail. Ah, ça, tout le monde télétravaille. Eh bien non. Un Français sur 3 a télétravaillé. On estime à peu près entre 15 et 30%. Donc ça correspond essentiellement aux gens qui ont un travail qui s'y prête, donc aux cadres qui ont la possibilité de travailler sur ordinateur et de communiquer avec des emails et des logiciels collaboratifs. On commence déjà à avoir un retour. On s'aperçoit que, et on en parlera plus longuement, que ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est-à-dire tous ceux qui peuvent ne le font pas. Et puis, il faut aussi se demander, est-ce que c'est positif ou négatif? Est-ce que c'est une vraie rupture? Est-ce que ça va durer? Je veux dire, une fois qu'on pourra retourner dans les bureaux, est-ce qu'on va vendre les bureaux? Est-ce qu'on va définitivement s'installer à la maison comme cette dame? Alors, je télétravaille depuis longtemps, je sais bien que ce n'est pas comme ça. Donc ça, c'est important aussi de garder ça.
En revanche, directement, on peut imaginer que le télétravail va s'installer de manière plus durable pour les gens qui le faisaient déjà. C'est mon cas, moi je me déplace de moins en moins. J'avais beaucoup de déplacements professionnels, j'en ai de moins en moins. Et ça va durer. Une fois qu'on a testé que ce n'est pas la peine d'aller à 9h du matin, prendre des avions à 6h pour être à 9h du matin à 500 km, on y a pris goût et des deux côtés, c'est la même chose. Et puis aussi, il faut se demander, il y a beaucoup d'achats qui sont en réalité sur le parcours du travailleur. C'est le cas des drives, c'est le cas, regardez où sont implantés les centres commerciaux de périphérie, ils sont près des nœuds de transport, près des échangeurs. Donc là, ça va forcément avoir des impacts sur ces surfaces qui vont s'ajouter en fait aux tendances lourdes que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc il faut se reposer la question de si on n'achète pas le midi dans une grande surface, où est-ce qu'on va faire ses courses et comment est-ce qu'on va les faire. Il y a aussi un impact sur les déplacements. Donc là aussi, il y a des lignes qui se croisent. C'est-à-dire, d'une part, vous avez, si on télétravaille un jour par semaine, même un jour, même 4 jours par mois, c'est autant de voitures en moins et donc de kilomètres en moins. En revanche, si on se met à habiter en périphérie ou si on reste en périphérie, et là, on a des comportements de mobilité qui peuvent, au final, être négatifs. Je rappelle qu'en matière de transport, c'est la distance parcourue individuellement et globalement, prise globalement, qui compte. En gros, le nombre de litres de carburant qui est consommé. C'est ça qui a un impact sur le CO2. Ce n'est pas ce qui se passe dans telle métropole ou dans telle autre. Autre élément important, est-ce qu'il y aura un impact sur le budget des ménages? C'est-à-dire, si vous commencez à télétravailler, ça veut dire que vous allez peut-être arbitrer différemment. On voit ici que le transport a un impact très important, de l'ordre de 15% du budget. Ça a remplacé beaucoup d'autres choses. Le logement aussi. Donc, quels arbitrages vont être faits? Est-ce qu'on va modifier, alors c'est plus durable, c'est sur le plus long terme, la manière de concevoir des logements pour y prévoir des bureaux? On est bien obligé de mettre des garages, donc pourquoi est-ce qu'on ne serait pas obligé de mettre des bureaux? Est-ce qu'il y a des offres dégroupées là aussi qui vont se développer? On voit que les hôtels, par exemple, qui sont impactés directement par la baisse des déplacements professionnels, se sont adaptés très vite en proposant des chambres pour faire des réunions et puis des espaces de coworking. Donc là aussi, est-ce que ça va se développer? Comment vont réagir les représentants du personnel? Est-ce qu'ils vont laisser les gens se débrouiller ou est-ce qu'ils vont commencer à négocier des packages, des choses comme ça? Donc ça, c'est certain, c'est à venir. En tout cas, le télétravail ne se développera pas en plus d'aujourd'hui. Il y aura forcément des arbitrages et des rééquilibrages qui se feront. Et puis le sujet qui nous intéresse, c'est est-ce que l'entreprise a changé? C'est-à-dire finalement, on a vu que le consommateur a changé. Est-ce que l'irruption du numérique et la surutilisation en ce moment du numérique fait changer l'entreprise? Moi, je me permets d'en douter. Alors, c'est très mauvais quand on est consultant, mais j'ai ma propre expérience. Je travaille avec une vingtaine de clients par an. Et puis, j'ai ce que j'entends et ce que je lis aussi. C'est-à-dire, oui, il y a des outils collaboratifs, mais aujourd'hui, ils sont très peu utilisés. En tout cas, ils sont utilisés en plus de l'organisation et des process traditionnels, que sont des réunions à heure fixe, avec la présence obligatoire, avec pas de compte-rendu, etc. Donc, pour l'instant, on a des outils dont on ne se sert pas. Et là, ça c'est intéressant de voir de quel côté la pièce va tomber. Et puis, globalement, j'aime bien utiliser cette image, on est toujours dans le monde du travail actuel, je caricature un peu sur le trait, dans l'organisation, en fait, d'un travail qui est issu de la révolution industrielle, c'est-à-dire on a reproduit le command and control de la révolution industrielle, la parcellisation des tâches, le manque d'autonomie finalement du travailleur qui pouvait justifier à une époque où on pouvait mettre la main dans une machine, mais qui se justifie moins en fait aujourd'hui. Et donc finalement on reproduit ça quand on entend les gens qui travaillent avec le télétravail aujourd'hui, avec les logiciels à distance, où finalement on est obligé d'être là quand même à 9h pile, on a toujours de l'information descendante, etc. Et puis, plus globalement, on peut se poser la question de qu'est-ce qui fait entreprise, comme on pouvait se poser la question de qu'est-ce qui fait commerce, ou qu'est-ce qui fait la ville, plus globalement, c'est-à-dire les collègues, on les aime. Si on ne fait plus que les voir par Zoom, si son travail, ça consiste à se connecter sur un environnement de travail, peu importe le logiciel, et puis à avoir des échanges dématérialisés, comment est-ce qu'on fait entreprise? Et est-ce que ça ne va pas contribuer, comme dans d'autres domaines, à la parcellisation de l'entreprise? Et au final, on va travailler sur plusieurs continents, donc ça veut dire que potentiellement, vous êtes en concurrence, et croyez-moi, c'est le cas, avec des gens qui habitent dans des endroits moins chers, qui ont d'autres conditions de travail que vous. Donc ça, c'est une vraie question qu'il faudrait mettre sur la table, je me permets de donner mon point de vue, avant de se poser la question de comment est-ce qu'on tire mieux parti du numérique. Après le travail, on passe à la mobilité. Donc sur le sujet de la mobilité,
Donc la mobilité est une résultante évidemment des deux phénomènes qu'on a vus tout à l'heure. Donc on a déjà commencé à esquisser des impacts. Donc là, la chose très visible, et ce n'est pas le moindre des paradoxes, c'est le succès du vélo. Le vélo devient finalement une sorte de symbole du confinement et du déconfinement. Alors, c'est vrai qu'il est doté de super pouvoirs. Il était plutôt le plus désavantagé des modes de transport dans la ville d'avant. Et croyez-moi, je suis cycliste depuis très longtemps. Et finalement, maintenant, le vélo, c'est le seul qui a le droit de se balader. Il n'a pas de masque. Il est relativement libre, on lui fiche la paix. Et il a même, donc il y a des effets conjoncturels qui sont trop forts. Il a des pistes, on en reparlera. Donc, ce qui est intéressant, c'est en quoi il y a eu la conjonction donc, du vélo qui devient un mode de distanciation, qui devient un mode de plein air, qui devient un mode durable avec une technologie, et ça c'est là où ça m'intéresse beaucoup, une technologie qui est l'assistance électrique. Donc ça paraît totalement anodin, ça remplace pas totalement votre travail, ça aide en fait à se déplacer, et donc on a une montée en fait des ventes de vélos assistance électrique. Jusqu'à maintenant, on a toujours vendu beaucoup de vélos, ça c'est important. Il y a beaucoup de vélos, les Français ont beaucoup de vélos, ils s'en servent pas. Et là, on commence à avoir des vélos à assistance électrique dont les Français se servent. Et ça, c'est vraiment une vraie rupture. Quand vous gérez les transports dans une ville, ça coûte une fortune, c'est extrêmement compliqué de faire que les gens lâchent la voiture. Là, quand on interroge les gens qui ont acheté un vélo assistance électrique, et comme vous le voyez, ils sont de plus en plus nombreux, ils disent « je m'en sers au quotidien, c'est un vélo utile, ça remplace ma voiture ». Et souvent, c'est d'ailleurs des gens qui ne faisaient pas de vélo auparavant. Donc là, on a une rupture intéressante. Il y a une conjoncture évidemment qui est favorable, c'est-à-dire l'État a réagi de manière assez exceptionnelle. On disait tout à l'heure qu'on a peut-être gagné 10 ans dans les pratiques numériques, on a peut-être gagné aussi énormément dans les pratiques démocratiques et dans les pratiques de gestion de la ville, puisqu'on a fait ces pistes en quelques semaines, là où, pour ceux qui sont dans le domaine, on prend normalement un temps fou. Il y a eu des aides aussi très pragmatiques qui ont été débloquées très rapidement, de manière très simple. Donc ça restera, je l'espère, que ce précédent qui fait qu'on peut prendre des décisions rapides sur des sujets essentiels. Je reviens sur le vélo électrique parce que là aussi, en termes de mobilité, on a deux choses qui se percutent. Alors, ce n'est pas lié à la Covid, mais finalement, on peut se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une voiture qui fait 65 kW, qui pèse 1,4 tonne, pour faire le job d'un vélo qui pèse 25 ou 30 kg et qui développe 350 watts? Je vous parle de watts, ce n'est pas pour faire le technicien, c'est juste que les watts, c'est de la puissance, c'est de l'énergie, et l'énergie, c'est le sujet qui nous préoccupe maintenant et qui nous préoccupera de plus en plus ensuite. Donc ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire ce vélo à assistance électrique, ces engins, en fait, j'ai mis la trottinette aussi ici, d'une part, ça améliore la condition du piéton et du cycliste quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient freinés par l'effort, mais ça permet aussi de concurrencer la voiture, et donc on peut se poser la question, finalement, est-ce qu'il vaut mieux favoriser le vélo ou la voiture? Donc cette rupture technologique, laquelle est-ce? Donc elle est directement liée aux autres domaines de consommation, c'est-à-dire les batteries qui sont les moteurs et les batteries qui sont dans le vélo sont directement issues pour les batteries. En fait, elles bénéficient de l'effet de masse des appareils électroniques, notamment des téléphones. Donc ce sont le même type de batterie, je ne rentre pas dans le détail. Et là, vous avez en gros une division par 10 du coût de la batterie, en plus de la miniaturisation de la batterie et du moteur. Je ne sais pas si vous avez suivi le cyclisme de compétition, mais il y a des gens qui trichent et qui ont des vélos assistance électrique, c'est dire si on peut les miniaturiser. Donc ce n'est pas votre cas évidemment. Donc ça, c'est une rupture importante. Et puis le fait que le vélo soit à assistance électrique, ça permet de le connecter aussi. Et là, ça permet finalement de développer des services. Si vous cherchez un exemple d'objet connecté grand public, vous avez les nouveaux vélos maintenant. Et donc ces vélos, on peut développer des services avec, donc des services de location, mais aussi, on peut aussi développer des services qui ressemblent à ce que vous avez avec votre téléphone, par exemple des services contre le vol, des services de localisation, et puis des informations, des mises à jour qui peuvent être faites. Donc ça, c'est tout à fait intéressant, et ça, c'est un champ d'innovation énorme. Si on revient sur la mobilité et sur qu'est-ce qui va durer ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'on est vraiment dans une décroissance de la mobilité? Là aussi, il y a un effet, il y a une loupe sur ce qui se passe à Paris et dans les grandes métropoles. On le disait tout à l'heure, il y a 53% des gens qui habitent dans des villes de moins de 100 000 habitants. Et puis quand on regarde une enquête récente donc de Kizio et de Roland Berger ici, on voit que finalement la décroissance de mobilité, elle est assez marquée en termes dans les grandes métropoles, mais elle est beaucoup moins déjà, c'est presque le trait du crayon, dans les petites métropoles, dans les petites villes, et puis en dehors de ces agglomérations. Donc là aussi, il faut faire attention. Pour beaucoup de gens, le confinement n'a pas changé leurs habitudes de transport, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de raisons qu'elles changent ensuite.
Même chose, la conjoncture, elle est favorable pour tous. Hein. On voit les ventes de voitures qui ont chuté, donc on est un peu comme les ventes d'habits tout à l'heure. On peut imaginer que c'est du stock, les gens les achèteront plus tard. Mais on a un très fort, en fait, un très gros effort qui est fait par l'État pour favoriser la voiture. Et si vous achetez une voiture, a fortiori, si on vous dit qu'elle est écologique, eh ben vous avez des chances de vous en servir. Donc, méfiance. Le vélo dans les grandes villes, c'est formidable. En termes de distance parcourue, c'est très faible. Hein, c'est un impact très faible si vous comparez à ce que font les gens qui habitent en périphérie, qui ont des distances beaucoup plus longues et qui sont encore massivement en voiture. Et puis aussi, le vélo, ben, on va en parler, ça prend aussi des clients ou des usagers au transport collectif. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi, j'ai travaillé 10 ans dans les transports collectifs et je vois, ça ne date pas de la Covid, depuis plus d'une dizaine d'années, il y a une défiance vis-à-vis du en commun, c'est-à-dire de voyager en commun, d'être en commun. C'est une sorte de crise qui affecte la ville. C'est le rapport entre les hommes et les femmes, c'est le rapport à la sécurité, à la sécurité, c'est le rapport à tout ce qui est public, c'est le fait qu'il n'y ait plus de bancs, que les générations ne vivent plus forcément ensemble. Donc c'est quelque chose de très puissant, mais qui va se cristalliser dans les transports en commun. Alors ici, j'ai triché, j'ai montré une image de grève, mais c'est très important, c'est-à-dire les transports en commun, ils ont à lutter à contre-courant, pardon pour la métaphore, contre beaucoup de tendances. Donc ils essayent de rappeler qu'ils sont écologiques, qu'ils sont en sûr, etc. Tout cela est vrai, mais c'est extrêmement inquiétant. Et là, il y a des effets, en fait, boule de neige, notamment, pardon d'entrer dans la technique, mais les contrats qui lient les opérateurs aux villes aujourd'hui sont essentiellement des contrats dans lesquels on essaie que l'opérateur ait une responsabilité sur la fréquentation. C'est important, c'est-à-dire qu'il aille chercher les clients avec les dents. Là, avec la crise, elle impacte directement l'économie de ces contrats et donc on a un recul. Moi, je pense que c'est un recul de 30 ans où finalement les opérateurs vont devenir des simples brûleurs de pneus, pardon pour l'expression, et je sais qu'ils ne le souhaitent pas et ils vont revenir sur des contrats où ils seront payés au kilomètre. Donc ça, c'est important et c'est relativement silencieux et je le regrette. On parle beaucoup des vélos, tant mieux, c'est formidable. Il ne faut pas que ça change, ça apporte beaucoup de choses. Il faut aussi parler des transports collectifs parce qu'on aura un impact significatif sur le changement climatique que si on développe les transports collectifs. Donc, je vais arriver dans mes conclusions, mais c'est important. Là, on a, sur nos phénomènes, finalement, on a des phénomènes contraires qui s'affrontent et on a des vrais risques, en fait, de ne pas arriver à remplir les objectifs, c'est-à-dire la Covid directement, elle fait baisser à peu près de 5% nos émissions. Donc vous voyez, ce n'est pas 50 non plus, de 5% de nos émissions sur l'année. On n'aura pas un confinement tous les ans, en tout cas je ne le souhaite pas. Donc il faut trouver des solutions pour la pollution, pour l'énergie, pour l'étalement urbain, qui sont les vrais enjeux. Donc en conclusion de cette longue présentation, mais j'espère intéressante, d'une part, la révolution numérique, je crois que c'est le cas, elle est derrière nous. Là, j'ai les chiffres qui datent d'avant le confinement. Donc on a 95% des gens qui ont un téléphone mobile, hein, contrairement à ce qu'on pouvait nous dire que le téléphone mobile, c'était quelque chose pour les riches. Pas du tout, au contraire, c'est l'ordinateur des pauvres. Hein. Il y a énormément de gens qui n'ont que le téléphone mobile pour accéder à Internet. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important de prendre en compte. Les gens qui n'ont pas, qui sont dans l'électronisme, ils ont d'autres problèmes, donc il faut le traiter, mais ce n'est pas forcément un problème du numérique. Il faut évidemment faire des services qui soient de plus en plus accessibles. La relation client, on a parlé des commerces, on peut parler du transport aussi, elle est de moins en moins descendante, elle est même plus dans l'interaction, ce qu'on a appelé le web 2.0 dans les années 2000. Maintenant, la relation client, c'est les clients qui la font. Donc là aussi, c'est une attitude à mettre, et les commerces et les services qui survivront en fait à cette période-là sont ceux qui permettront à leurs clients, à leurs usagers, à leur communauté, alors je fais attention à l'usage de ce mot, d'interagir et de créer eux-mêmes des choses. C'est vraiment essentiel et ça, il faut l'acter et il faut passer maintenant à l'action. On peut se poser la question de jusqu'où doit aller le virtuel. On voit qu'il y a énormément d'offres qui sont sorties. Je vous épargne les chiffres des startups qui proposent des engins de salon, mais c'est assez fou et ça va sans doute pas durer. Mais là aussi, on doit s'interroger individuellement, mais aussi collectivement, jusqu'où on va le virtuel. Et donc le pendant de ça, c'est finalement qu'est-ce qui nous relie. Je veux dire, moi, je suis un grand fan de conférences. Alors d'abord parce que j'y participe. Juste pour mémoire, ma première conférence publique, c'était ici en 2014. Donc j'ai une certaine émotion à être ici. Mais finalement, qu'est-ce qui nous relie? Qu'est-ce qui nous relie dans les commerces, dans les bars, dans les restaurants? Qu'est-ce qui nous relie dans le travail? Moi, j'aime mes collègues. Donc comment je vois mes collègues en vrai? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et puis, qu'est-ce qui nous relie plus globalement dans la ville? C'est-à-dire après le confinement, est-ce qu'on ne peut pas finalement se réinterroger ensemble dans toutes les structures sur qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'on peut déléguer au numérique, parce que finalement, ce n'est pas très intéressant de le faire ensemble. Mais par contre, comment est-ce qu'on peut profiter de ça finalement pour se remettre en cause et avoir des vrais moments ensemble.
Et puis quand même, je vais remettre un petit peu de gravité, mais il y a une phrase que j'aime bien en fait sur le sujet de la transition écologique et de la transition numérique. C'est-à-dire si la transition numérique est derrière nous, on a la transition écologique à faire. Donc c'est Daniel Kaplan, qui est un chercheur de la FINC, qui disait la transition écologique, elle sait raconter son but, mais elle peine à dessiner son chemin. C'est-à-dire comment est-ce qu'on y va, est-ce qu'il faut des éoliennes ou arrêter de débrancher l'ordinateur. Et puis la transition numérique, en réalité, c'est le contraire. C'est-à-dire on sait comment y aller, et j'en ai donné quelques exemples, mais finalement, on ne sait pas où on va. Donc finalement, est-ce que l'enjeu et les leçons de cette crise, ça n'est pas d'arriver à rejoindre les deux choses, à se servir de la puissance de la distribution des outils qui sont extraordinaires, encore une fois, et qu'on utilise plutôt mal aujourd'hui, pour arriver à remplir des objectifs beaucoup plus vastes et qui nous dépassent aujourd'hui, et qui peut-être, grâce au numérique, permettront d'y arriver. En tout cas, j'en suis convaincu. J'espère que je vous ai intéressé, et je vous remercie. Restez avec nous. Merci Stéphane, merci pour cette présentation très intéressante. Alors ça a suscité pas mal de questions et d'intérêt. Je vous propose de démarrer par une question sur la logistique urbaine, où on nous demande si on a pu constater des évolutions dans les pratiques, notamment en termes de réduction et d'amélioration du trafic sur les dernières crises. Absolument. Donc là aussi, il y avait des coups partis, c'est-à-dire dans les centres urbains, les villes ont depuis quelque temps déjà limité en fait l'accès aux poids lourds, et du coup, ça a eu un transfert. Donc on estime à peu près à 20% dans les grandes villes le trafic qui est lié en fait à la livraison. Donc la logistique urbaine, c'est de la livraison, que ce soit des livraisons pour des particuliers ou pour des entreprises. Donc on a cherché à changer ça. Donc il y a ce qu'on appelle la cyclo-logistique qui s'est développée. Il y a aussi des engins qui sont moins bruyants, qui sont moins polluants, avec des camions électriques. Mais là aussi, on a une tendance de fond qui est qu'il y a un changement structurel dans la consommation, notamment dans les villes, donc l'endroit où c'est vraiment compliqué d'y aller, là où il y a le moins d'espace disponible, là où il y a le plus de réactions en nuisance, c'est qu'avec le e-commerce, finalement, avec la vente par correspondance, pour parler dans des termes du XXe siècle, avant, on livrait, un producteur, il livrait des palettes à des professionnels, donc il livrait une palette ou plusieurs palettes ou un container à un grand magasin. Maintenant, on livre des colis à des particuliers. Donc, ce n'est pas du tout la même chose, ça n'a pas du tout le même impact, ce n'est pas du tout le même métier. Et là, donc, il y a la partie visible qui sont les modes de transport. On parle du dernier kilomètre, là, c'est transfert sur des vélos, des cargos, voire à pied. Mais il y a en amont aussi un changement radical, même dans la conception des produits et du conditionnement. Donc, la logistique urbaine, c'est le sujet essentiel parce qu'il englobe finalement à l'intérieur tous les sujets en aval de la consommation de nos pratiques et en amont finalement de comment on produit, comment on distribue et quels sont tout le cycle en fait d'un produit. Avec en plus ce souhait maintenant, on veut tout savoir, c'est-à-dire vous allez voir, on ne va pas mettre trop longtemps à se demander quand je prends 3 paires de chaussures et j'en ramène 2, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Donc là, pour l'instant, on en a profité, c'était un peu l'euphorie. Je pense que là aussi, on va se pencher sur ces contraintes-là. Autre question, alors sur un secteur un peu plus original, sur la formation professionnelle. Est-ce que, à votre sens, la crise actuelle, la crise sanitaire et économique qui va malheureusement venir dans les mois qui viennent, est-ce qu'il va y avoir un impact important sur la façon dont se passe la formation, notamment on pense au distanciel, à la difficulté de se voir en physique? Comment est-ce que vous voyez les choses? Ouais, non, c'est vraiment hyper intéressant et je pense que ce sera un des secteurs les plus impactés. Pourquoi? Parce que d'une part, nos enfants, et j'en ai pas parlé, et je m'en veux, nos enfants, ils sont impactés par cette crise. Alors, ils sont impactés de plein de manières, mais ils sont impactés directement. Eux, ils font du télétravail. Ils sont perturbés, ça change toutes les semaines, etc. Ils sont perturbés personnellement aussi, vous le voyez, si vous avez des enfants. Et donc, ces enfants-là, non seulement ils avaient une pratique du numérique récréative, ils avaient une pratique du numérique aussi plus spontanée. Ils allaient chercher des choses sur Internet. Et maintenant, ça rentre. Ils étaient pirates, ils sont devenus corsaires, et maintenant, ils rentrent dans l'armée. C'est-à-dire, maintenant, on leur demande d'aller chercher des cours en ligne. Donc évidemment, ces pratiques-là, elles vont rester.
quand ils vont arriver dans le travail, ils vont dire mais c'est quoi cette organisation? Je veux dire, moi je ne suis pas habitué à travailler comme ça, j'ai mes propres outils, donc ils vont amener leurs propres outils. Et donc pareil pour la formation, donc là on parle de formation dans un cadre bien réglementaire, mais d'une manière générale, ils vont se former tous les jours en allant chercher des informations, en échangeant entre eux. Il y a déjà des groupes WhatsApp. Et de fait, la formation, comme beaucoup de choses avec le numérique, elle ne va pas être impactée, il ne va pas forcément y avoir Google qui va proposer des formations, même s'il le fait. Mais elle va être dissoute, elle va être dégroupée. Moi, j'aime bien ce terme-là. Et finalement, on va se former un peu tout le temps. On va être tout le temps dans la recherche d'informations. Et là, c'est extrêmement important. Qui est-ce qui va fournir cette information? Comment est-ce qu'on garantit sa qualité, etc. Donc, je ne réponds pas à la question, pardon, mais la formation va être impactée, mais elle va plus être impactée parce qu'elle va venir s'infiltrer dans tous les maillons de la chaîne de l'apprentissage, c'est-à-dire de l'école jusqu'à la formation professionnelle, mais aussi parce qu'à travers des outils, des pratiques, en fait, elle va changer complètement ces temps du travail où il y avait le temps où on apprenait et puis le temps où on exécutait. Ça va, sans aucun doute, complètement se dissoudre. Donc on va plutôt vers une formation plus diffuse avec la nécessité pour les travailleurs d'aller chercher de l'information et donc pour les professionnels de la formation, peut-être de structurer différemment cette information, de la rendre disponible à différents temps et de la rendre un peu plus digeste. Absolument. Aujourd'hui, vous n'avez pas un seul logiciel, ce qu'on appelle SaaS, mais tous les logiciels sont SaaS maintenant, où il n'y a pas des tutoriaux. Il y a des tutoriaux d'une qualité incroyable. Donc la barre, elle est très très haute. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de demander une formation pour apprendre à vous servir en regardant des tutoriaux, en posant des questions, en allant sur des forums. Donc ça aussi, c'est un changement énorme. Comparé à ce que vous faites quand vous cherchez de la musique ou quand vous cherchez un film ou quand vous cherchez de l'information. Je veux dire, vous pouvez aller voir l'armée, vous pouvez aller voir les corsaires, vous pouvez aller voir les pirates. Hein. Donc là, tout ça est en train de se mélanger. Et la formation, c'est-à-dire finalement, comment est-ce qu'on acquiert du savoir directement opérationnel, ça va être un des plus impactés. J'avais des diapos sur les études, hein, sur l'impact de la crise sur les études, mais je les ai enlevés pour qu'il nous reste du temps pour parler. Justement, de transition sur tous les outils qu'on voit là, qui permettent le travail collaboratif. On est submergé, il y a énormément d'outils qui existent et quand on est dans des structures qui travaillent avec d'autres structures, on est quasiment amené à avoir un projet, un outil et donc de multiplier les outils. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Est-ce qu'on gagne réellement en efficacité? Est-ce qu'on utilise réellement ces outils dans leur pleine mesure? Et est-ce qu'on y gagne réellement en efficacité? Aujourd'hui, on est vraiment dans la phase pénible. Hein. On peut avoir 4 réunions dans la journée sur 4 environnements différents. Et puis, les 10 premières minutes de la réunion, c'est j'arrive pas à me connecter. Donc, c'est normal. Tout ça est nouveau. Hein. Je veux dire, on sort d'années de pratique. Moi, la première fois que je suis allé à une réunion, quand j'étais stagiaire, je ne savais pas comment faire non plus. Il fallait que je m'assoie. Bon, ça fait partie de l'apprentissage. Il y aura sans aucun doute, alors à la fois une concentration des outils, mais ce que j'appelle moi une commoditisation. Hein, c'est un anglicisme. C'est-à-dire, finalement, la vidéo, elle va être offerte partout. Dans tous les logiciels auront un petit peu de chat vidéo. De même que vous avez sur votre téléphone X possibilité de transmettre une photo par mail, par texto, par WhatsApp, par machin. Bon, voilà. Donc là, ça va. Il y a un certain nombre de fonctions qui vont devenir de base en fait dans votre ordinateur, dans votre manière de travailler. Donc on ne parlera plus en fait de ces environnements. Et en revanche, je l'ai dit tout à l'heure, je veux dire, le vrai sujet, c'est les pratiques collaboratives. C'est à partir du moment où vous avez accès à des choses où vous pouvez imposer la lecture avant une réunion d'information partagée, qu'on peut mettre ses commentaires, etc., que ça vous arrange peut-être parce que l'heure de la réunion, elle ne vous arrange pas parce que vous avez vos gamins ou vous avez un biorhythme différent. Eh bien, à quand on va changer ça? Donc ça existe déjà, parce qu'il n'y a pas que les grandes entreprises, hein, c'est comme il n'y a pas que les grandes villes, donc ça existe déjà, ça se pratique de plus en plus. Hein. Avec le chômage, il y aura du chômage dur et puis il y aura du chômage un peu mou. Il y a des gens qui vont travailler à temps partiel, qui vont faire un peu d'émissions, du freelancing, des choses comme ça. Là, ça va se développer parce qu'eux, ils vont les manger, ils vont les utiliser, ces outils-là. Et donc, du coup, on va avoir, comme dans d'autres domaines, pendant un certain temps, ça va avoir du mal. Et puis, au bout d'un moment, tout ça va se confondre parce qu'encore une fois, on ne vous dira pas d'utiliser Teams ou Meet ou GoToMeeting ou je ne sais pas quoi, mais il n'y aura même plus de nom. Ce sera comme Frigidaire ou Mobilette, c'est-à-dire ce sera une action et ce sera intégré dans toutes les solutions qu'on utilisera. En tout cas, tous ces basiques de la collaboration, pour moi, finiront par être intégrés dans d'autres services en ligne. Alors, vous disiez justement que la crise actuelle, elle questionnait les rencontres physiques, hein, le présentiel. On a vu que le télétravail pouvait remplacer utilement pas mal d'actions, mais justement, quelle place va rester à cette rencontre physique, au présentiel? Est-ce
Est-ce qu'à votre sens, on va en profiter pour en faire des éléments des moments plus qualitatifs, où on va échanger un peu plus, on va se recentrer sur l'essentiel lorsqu'on va se voir? Est-ce que vous voyez déjà, est-ce qu'il y a déjà des évolutions et comment elles s'amplifient? Pour moi, c'est la clé, parce que si vous prenez deux choses, c'est d'une part la situation d'avant. La situation particulièrement en France des salariés vis-à-vis de leur entreprise, elle est catastrophique. Quand vous regardez les enquêtes, il y a de mémoire, je crois qu'il y a 25% des gens qui sont carrément désengagés, c'est-à-dire qui agissent contre leur entreprise. Il y en a plus de la moitié qui estiment qu'ils n'ont pas d'attachement particulier. Donc de toute façon, on avait un sujet. Est-ce que le fait de devoir se connecter tous les matins à 9h pour une réunion Zoom va renforcer ça? Je vous laisse imaginer, je pense pas. Deuxièmement, si on s'aperçoit que finalement, on peut très bien bosser chez soi tout seul, moi c'est mon cas, et c'est le cas de plus en plus de gens, et que ça fonctionne et qu'on n'a pas besoin des moyens généraux, et puis, etc., il y a peut-être des gens qui vont se dire qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls. Et vous rajoutez la crise par-dessus, il y a de plus en plus de gens qui vont être indépendants. Donc on aura un agrégat, ça existe déjà dans les métiers techniques du logiciel, là-dessus. Donc la vraie question, c'est ce que j'ai essayé de mettre en conclusion, c'est comment est-ce que vous remettez, non pas de l'humain, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais comment est-ce que vous remettez des instants de qualité pour dire, quitte à ce qu'on soit ensemble là, c'est précieux, un peu comme les fêtes de famille, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais bon, puisqu'on est ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire qu'on ne peut pas faire quand on est séparé? C'est ce que j'appelle le travail debout, par exemple. Comment est-ce qu'on peut faire du travail de création? Comment est-ce qu'on peut faire de la résolution de problèmes, etc. Et pas juste de l'information. Donc ça, je pense que les entreprises qui auront franchi ce pas en premier seront celles qui survivront. J'insiste là-dessus, parce que sinon, à quoi bon? Je veux dire, s'il suffit de se connecter à distance, un jour vous vous connectez pour un, puis vous commencerez à bosser pour un autre, et puis au bout d'un moment, vous bosserez comme moi pour 10 salariés. Je ne le souhaite pas, c'est un choix personnel. Mais en revanche, donc l'entreprise, elle se redéfinira en creux, non pas par sa marque, par ses locaux super arrogants à la Défense, et puis par son super salon de réception, mais par d'autres choses. Peut-être que ce sera une entreprise déportée, peut-être qu'on se retrouvera une semaine par mois ou une semaine par trimestre pour s'amuser, faire la fête, et puis créer des choses, résoudre des problèmes ensemble. Et puis peut-être aussi, j'y crois un petit peu moins, parce que j'ai 50 ans, on arrivera à recréer des choses en virtuel. J'y crois un petit peu moins, personnellement. Je pense que il y a tellement de choses qui passent. J'ai tellement de plaisir à discuter avec quelqu'un qui n'est pas masqué, là. Je ne pense pas que ça va disparaître. On aura toujours besoin de se voir et de faire des choses ensemble. Quand vous parlez de virtuel, vous pensez à des applications de réalité virtuelle qui remplaceraient des réunions, qui viendraient en supplément? Oui, c'est ça. C'est même chose, c'est des vieilles choses. Ça existe depuis hyper longtemps et ça vient du jeu vidéo, donc c'est très intéressant, c'est très élaboré, mais la voiture, ce n'était pas un cheval avec un moteur à vapeur. Donc ça numérise un existant. Est-ce que c'est vraiment l'existant qu'on voulait? Est-ce que vous avez envie de... On peut s'ennuyer dans les couloirs d'un événement. Est-ce qu'on a envie de s'ennuyer dans les couloirs d'un événement numérique? Je ne suis pas sûr. Donc ça peut servir, ça peut être sympa, ça peut être très impressionnant. Je ne suis pas du tout convaincu que c'est ça qui nous manque quand on ne va pas à un événement physique. Je ne suis pas sûr que c'est ça qui nous manque quand on ne va pas à la cantine de sa boîte ou quand on ne discute pas devant la machine à café. Je ne suis pas sûr qu'il faut une machine à café virtuelle. Autre thématique, l'écologie. On a quelques questions sur le gain réel en fait, de cette crise-là. Donc on a parlé, moins de transport, les gens étaient confinés, donc il y a eu une baisse du transport en voiture, moins de CO2, sur un temps court, c'est bien reparti après. Mais est-ce que la pollution numérique finalement n'a pas compensé cette moindre pollution liée au transport? Est-ce qu'on a un gain réel à attendre en termes d'écologie de ces nouvelles pratiques? Voilà, comme j'ai essayé de le dire, il y a tellement de mouvements contraires à court terme que c'est vraiment difficile. Alors, je ne suis pas convaincu que le fait de laisser son ordinateur allumé toute la journée pollue beaucoup plus que s'il est éteint, parce qu'il y a des infrastructures, il y a des serveurs qui sont là de toute façon, il y a des choses qui tournent. Donc la pollution numérique, comme le reste, il faut y faire attention. Plus globalement, moi je suis très inquiet. Je suis très inquiet parce que le vrai sujet, c'est notre capacité à agir collectivement en suivant un dessin, ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Et là, on a beau avoir une menace mortelle, on a beau avoir quelque chose qui est mondial, donc ce n'est pas les exemples qui manquent. Je ne veux pas polémiquer, mais il faut qu'on s'interroge nous-mêmes sur notre capacité à agir ensemble pour changer les choses. C'est pas facile, on voit que c'est déjà très difficile, encore une fois, pour quelque chose de très direct. On est touché dans nos familles, on est touché près de nos proches, même si c'est pas la guerre non plus, mais bon, quand même, on est touché.
Le réchauffement climatique, en quoi on est touché, c'est plus indirect, c'est pas tout le temps, il y a les saisons, etc. Donc moi, j'essaie d'avoir une vision globale. Je suis plus inquiet par nous-mêmes et nos dirigeants aussi, parce que, pardon, mais ils n'ont pas forcément montré un super exemple de ce que c'est la planification centralisée. Hein. Ça, c'est mon avis, je le partage, c'est mon opinion. Donc là aussi, je suis inquiet, c'est-à-dire, oui, on va prendre conscience, oui, on va culpabiliser, on sait faire, hein, mais concrètement, le chemin est tellement complexe, c'est tellement compliqué d'arriver à concrètement baisser 5% nos émissions par an pendant 20 ans. Hein. 5%, c'est ce qu'on a baissé là avec 2 confinements. Donc l'enjeu, il est énorme. Comment est-ce qu'on va faire? Et c'est plus ça qui m'inquiète. Moi, je travaille aussi sur le comment on fait. Comment est-ce que nos organisations vont se mettre en branle? Comment est-ce qu'on va l'accepter de le faire sans se tirer dans les pattes, comme parfois on le fait aujourd'hui? On a quelques questions. Effectivement, certains nous disent que ce que vous avez évoqué, les transports, le numérique, s'applique de manière parfaite aux zones urbaines, aux zones métropolitaines. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur les milieux ruraux, périurbains? Est-ce qu'ils ne sont pas oubliés? Est-ce qu'ils pourront avoir accès à ce même type de service? Est-ce qu'il n'y a pas nécessité de repenser peut-être le territoire avec une vision plus large et de ne pas se limiter aux grands centres urbains? Le territoire, c'est physique, c'est un espace physique. Donc 1 kilomètre, c'est 1000 mètres, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc dans un rayon de 1000 mètres, on le sait en ce moment, dans un rayon d'un kilomètre, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne fait pas la même chose en ville qu'en périphérie, et pas la même chose en périphérie que dans les Hautes-Alpes. Donc, pardon pour les Hautes-Alpes, mais bon, dans les montagnes. Donc voilà, ça c'est la réalité. Encore une fois, le sujet du CO2 qui nous concerne, le sujet de la consommation d'énergie qui nous concerne et le sujet de l'étalement urbain qui nous concerne aussi, c'est directement lié à chaque kilomètre qu'on fait, qu'on soit dans les Hautes-Alpes ou au centre de l'Orient. Hein, donc chaque kilomètre que vous faites compte. Donc, et oui, on a un sujet. Donc le numérique, en quoi est-ce qu'il peut aider? C'est sûr que si vous travaillez un jour de moins quand vous êtes à la campagne, c'est 1 kilomètre de moins. C'est peut-être 30 ou 60 kilomètres de moins qui sont faits. En revanche, si vous habitiez en ville et vous partez à la campagne parce que vous avez une bonne connexion Internet, etc., c'est 60 kilomètres de plus parce qu'avant, vous le faisiez à pied ou à vélo. Le sujet des transports collectifs, je le répète, il est central et on n'en parle pas assez. Il faut absolument mailler. On maille les territoires avec de la fibre, c'est formidable. Il faut mailler les territoires avec des trains. Il faut qu'on soit à moins de 5 km d'une gare. Il faut qu'on puisse accéder à cette gare avec des modes peu polluants. C'est essentiel, c'est vital. Voilà. De toute façon, vous pouvez prendre le problème dans tous les sens. Si on ne peut pas prendre le train quand on vit en périphérie pour aller vers les centres urbains, pour aller vers les nœuds de communication, on ne pourra rien faire. Il n'y a pas de mode mieux. Le train, on sait faire. Donc développons le train, développons les accès au train. C'est beaucoup plus simple pour un élu de périphérie de faire des pistes cyclables qui vont dans une gare que de résoudre le bouchon pour rentrer à l'agglomération parce qu'on aura toujours 15 ans de retard. Une dernière question sur les acteurs de la mobilité. Est-ce que selon vous, certains se démarquent dans la crise actuelle, notamment prennent de l'avance en termes de services, que ce soit de nouveaux services ou dans leur pratique du numérique? Là aussi, c'est une vaste question. C'est-à-dire, quand on parle d'acteurs de la mobilité, on a les acteurs historiques qui ont un modèle économique tout à fait particulier, qui sont directement en lien avec les villes. Donc, eux, ils souffrent avec les villes. Je veux dire, ils souffrent parce que les villes, elles ont du mal dans cet environnement incertain. Elles vont avoir des problèmes de ressources, concrètement. Ça va être dramatique, les ressources. Le budget 2001 pour les villes, ça va être vraiment très, très, très compliqué, parce que tout ça, c'est lié. La fiscalité, c'est comme ça. Donc elles sont liées avec eux. Et puis vous avez les nouveaux opérateurs ou les nouvelles mobilités, elles sont liées indirectement, qui elles, on pourrait dire, elles tirent leur épingle du jeu, mais en fait on s'aperçoit que pour l'instant elles n'avaient conquis qu'une petite partie du marché, qui était justement la partie des gens qui se déplaçaient le plus pour aller aux aéroports, pour aller aux gares, pour sortir le soir, etc. Donc eux, ils prennent cher. Mais ils sont plus souples. Ils n'ont pas des dépôts avec des lignes de tramway, donc ils pourront s'adapter. C'est ce qu'ils font d'ailleurs pour l'instant. Donc là aussi, on a un sujet de fond qui est beaucoup plus comment est-ce qu'on rebelote tout ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se dit maintenant faisons la paix, essayons d'harmoniser. On a besoin des forces des uns et des autres, on a besoin des compétences des uns et des autres pour dire qu'il y a une infrastructure. Et sur cette infrastructure, on permet le développement de nouvelles solutions qui tirent parti du numérique, qui tirent parti aussi du collaboratif, qui tirent parti de nouvelles manières de travailler. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Distinguons l'infrastructure qui doit être maîtrisée par le public, donc le train
les gares, la manière dont on peut se garer, dont on peut circuler, les règles de vie privée pour les clients, etc. De la manière dont on met ça en place, en fait, inspirons-nous d'autres pays qui ont réussi beaucoup mieux à stimuler en fait une concurrence et une offre beaucoup plus intéressante. Et puis après, laissons faire les choses. Moi, je suis plutôt adepte de ça. On verra bien ce qui marche. Et de toute façon, on n'a pas le choix parce qu'on ne peut pas se contenter de continuer comme avant et de réappuyer sur le bouton play. Ça, on sait qu'on a déjà suffisamment de retard. Donc voilà, c'est une réponse un petit peu longue, mais pour moi, les anciens acteurs, ils ont un problème financier tout de suite qu'il faut qu'ils règlent. Les nouveaux acteurs aussi, mais qui ont d'autres manières de régler. Et j'espère qu'ensuite, ces gens-là travailleront ensemble pour avoir le maximum d'effets de levier, parce qu'on a un vrai problème. Donc privilégier l'intermodalité et la coopération entre les différents acteurs. Exactement. Regardez ce que vous faites dans le travail. Si on vous imposait un seul, on en parlait tout à l'heure, un seul moyen de communication, un seul moyen de travail en commun, ce serait la catastrophe. Eh ben, on fait avec, et puis au bout d'un moment, toutes ces choses-là rentrent dans l'ordre. C'est plus compliqué, évidemment, dans la vraie vie, dans les espaces physiques. Mais là aussi, moi, je suis plutôt favorable. Regardez là où ça fonctionne, dans les pays nordiques notamment. Regardez ces dispositifs où finalement, on a beaucoup d'acteurs. Il y a quelqu'un qui régule et ça fonctionne très bien. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Stéphane. Merci pour cette intervention et d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci de nous avoir suivis. Je vais passer la parole pour un petit mot de conclusion et puis vous indiquer les prochaines échéances, parce que c'était la conférence inaugurale et on a notamment 2 autres animations pour cette 4e édition du Connecting Lorient. Et donc je cède la parole à Fabienne pour la conclusion. Encore merci à tous et à bientôt. Bien, merci Stéphane Schulz pour cette prise de hauteur et nous avoir interrogés sur les tendances en termes de numérique et mobilité. Il me reste à vous donner rendez-vous sur les 2 prochains événements que nous organisons. Le 26 novembre, d'une part, concernant la partie réseau. Découvrez la richesse des réseaux et nous vous invitons à participer à la plénière départementale Plateau, qui est un réseau de dirigeants d'entreprise. Et puis, en décembre, le 14 décembre, retrouvez des ateliers sur les matinales XXL pour vous aider à travailler avec le numérique, renforcer vos compétences, mettre en place des outils et des solutions. Toutes les infos sur les prochains rendez-vous sont sur notre site internet connecting-lorient.fr. Je vous souhaite une belle fin de journée et puis une bonne édition Connecting 2020. À bientôt.